Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, la nouvelle émission politique de France 3, préparée, diffusée sur et par les antennes de France 3 Rhône-Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Alpes. Alors pour traduire cette collaboration régionale, à mes côtés Stéphane Mocozet de France 3 Auvergne, journaliste numérique. Et le premier invité de cette nouvelle tranche politique est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'actualité est très riche. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Il y a l'actualité régionale donc avec les 8 premiers mois de présidence depuis votre élection en janvier dernier. Et il y a aussi l'actualité nationale puisque Nicolas Sarkozy, candidat aux primaires, a démissionné de son poste de président Les Républicains et vous a mandaté pour en assurer l'intérim. La première question, est-ce que vous avez hésité à dire oui ou au contraire, est-ce que vous étiez volontaire ? Bon, moi, je suis un homme de conviction, donc j'aime bien défendre mes idées. Et puis, je crois aussi que si on veut renouveler la politique, il ne faut pas qu'il y ait que des Parisiens qui s'en occupent. Et que c'est bien qu'on ait des gens de chez nous, du terrain, de notre région, qui soient capables aussi de porter nos idées au niveau national. Alors donc ça fait quand même un double mandat, président des Républicains, qui je suppose est très prenant, président du Conseil régional. Alors pour savoir quelle fonction l'emporte, en tout cas au niveau médiatique, rien de tel qu'un micro-trottoir. Claudine Longuet et Frédéric Pasquette se sont donc rendus au centre-ville de Chambéry. Ils ont posé une unique question. Qu'est-ce que le nom de Laurent Wauquiez vous évoque ? On écoute les réponses. Je connais son nom, mais je ne peux pas vous dire qui c'est. Voilà. C'est un homme politique que je pense honnête. Et qui ne soit pas un menteur comme tout ce qui nous dirige, de droite comme de gauche. Aucune idée. Pas du tout. Laurent Ruquier, oui. Laurent Wauquiez, pas du tout. C'est le président de la région. C'est un maire, un ministre, ça ? Alors, oui, on rit aussi. Alors, on a été un peu surpris de nous parler réponses parce que justement, on s'attendait à ce que les gens disent c'est le président du Parti Les Républicains en oubliant votre rôle de président de région, ce qui nous aurait servi pour vous dire, alors ça y est, vous êtes parti à Paris. Et manque de peau, non. C'est plutôt même un déficit de notoriété, comme quoi tous les gens ne regardent pas la télé ni les réseaux sociaux. Celle qui me fait le plus sourire, c'est Laurent Ruquier. Parce que quand j'ai commencé chez moi en Haute-Loire, souvent les gens confondaient. Ils se disaient en Haute-Loire, mais pourquoi Laurent Ruquier vient se présenter aux élections en Haute-Loire ? Donc ça m'a juste fait sourire de réentendre ça. Pour répondre à votre question... Est-ce compatible ? Moi, je vais répondre très simplement et par des faits. Lundi, j'étais à Clermont-Ferrand pour défendre les dossiers de l'Auvergne et de la métropole de Clermont-Ferrand. Mercredi, j'étais à Lyon et en Haute-Loire pour travailler sur notamment les enjeux du numérique. Jeudi, j'étais en Ardèche, sur toutes notamment les questions de formation et de lycée. Vendredi, j'étais dans l'Isère et à la foire de Beaucroissant. Ma réponse, elle est là. Elle est toute simple. Je n'ai pas changé. Je suis un élu de terrain. Je sais ce que je dois aux habitants de notre région. Et la seule chose que je demande, c'est être jugé sur mes résultats. Et puis, si vous me permettez une autre chose qui est pour moi importante. Bien des politiques nationaux habitent tous à Paris. Moi, je n'habite pas à Paris. Ma famille, elle est dans notre région. Le jour de la rentrée scolaire, la première chose que j'ai fait, c'est amener ma fille pour sa rentrée à l'école et amener mon fils au collège. Le président des Républicains ne rajoute pas de travail supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une présence à Paris. Vous avez dû aller vous êtes allé à la Baule là, Bien sûr, je suis allé à la Baule dimanche. Ça mange du temps, ça aussi, de l'énergie. Vous me permettrez de garder mon dimanche quand même en partie pour moi, même si je donne tout aux habitants de notre région. Alors vous allez faire le président des Républicains. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et je voudrais aussi répondre avec beaucoup de franchise à la question que vous me posez. À l'arrivée, que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ait un poids politique national important, c'est du plus ou du moins pour notre région. Pour défendre nos dossiers d'université, pour se battre sur le front de l'emploi, pour aller chercher l'argent supplémentaire. En ce moment, j'ai des grandes négociations pour dire à l'État, vous avez maltraité la région Auvergne-Rhône-Alpes, je veux plus d'argent pour nos projets. C'est du plus. Et je suis convaincu de ça. Une région comme la nôtre, une belle région, elle a besoin de faire entendre fort sa voix au niveau national aussi. Alors justement, Laurent Wauquiez, on a cette semaine, en préparation de l'émission, on a demandé aux internautes de se positionner sur la compatibilité du cumul de toutes ces fonctions de président des Républicains, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va le voir, certains vous soutiennent, d'autres sont plutôt en désaccord avec vous. Alors on a Jean-Paul Dupuy-de-Dôme qui dit qu'il est contre le cumul des mandats et la remise en cause de la loi qui doit bientôt s'appliquer. J'aurai d'ailleurs une question à vous poser juste après à ce sujet. La région Auvergne-Rhône-Alpes est trop complexe à gérer pour que ce soit fait à moitié. Donc là, on sent qu'ils sont plutôt pas d'accord avec vous. Et on a complémentaire les deux fonctions pourvu que la casquette de président des Républicains soit au service de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que vous venez de nous dire. Et enfin, oui, la région a besoin de relais forts au niveau national. Alors je reviens sur la loi sur le non-cumul des mandats qui doit s'appliquer pour les députés au mois de juin 2017. La question elle est simple, Laurent Wauquiez. Vous êtes président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous ne pourrez pas cumuler cette fonction avec votre mandat à l'Assemblée nationale à partir du mois de juin l'année prochaine. Donc, serez-vous candidat aux élections législatives? Si jamais je dois choisir et que la loi ne change pas, j'assumerai mes fonctions de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai toujours été très clair dessus. Et vous vous souvenez que j'avais pris un engagement avant les élections qui portait sur ma mairie du Puy-en-Velay. J'avais dit, voilà, si les gens me font confiance, je devrais laisser mon poste à la mairie du Puy-en-Velay. Pour moi, ça a été très dur, parce que j'adore ma ville. C'est une ville pour laquelle je suis passionné. Mais je l'ai fait, parce que je tiens parole. Et la meilleure réponse, c'est au fond, je demande juste à être jugé sur les résultats. Ce qui importe aux gens, c'est de savoir, à l'arrivée, il fait le travail pour lequel on l'a élu ou non. Depuis que je suis élu, on a baissé les indemnités des conseillers régionaux. On a fait un plan d'économie. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts. J'ai diminué le train de vie, on a vendu des voitures, il y avait 60 directeurs, on n'en a plus que 20. On a fait un grand plan. Et c'est là-dessus que je vais être jugé, sur nos résultats. À l'inverse, on a remis de l'argent sur nos lycées. On réinvestit sur Internet, sur son déploiement. On va travailler sur les maisons de santé. Qu'on me juge sur mes résultats et sur ma passion. Donc, vous ne serez pas candidat si la loi s'applique? Si la loi s'applique, je ne serai pas candidat. J'ai été très clair. Si la loi s'applique. Alors on va justement parler des dossiers régionaux, vous les avez déjà évoqués un petit peu avec la baisse des économies, en tout cas de fonctionnement. L'actualité de ce mois de septembre, eh bien, c'est bien entendu la rentrée en vigueur d'une de vos propositions phares lors de votre campagne, l'installation de portiques de sécurité devant les lycées pour lutter contre le terrorisme. Cela avait un petit peu mal commencé avec le refus du lycée de Moiran quand vous avez fait votre annonce. Finalement, le bilan de 15 établissements ont été équipés dans toute la région. On a l'impression, on pourrait dire que c'est peu, non? Vous êtes un peu déçu, vous auriez préféré plus? Je vais vous dire, quand on a commencé à évoquer ce sujet, et vous vous en souvenez, parce qu'on avait eu un débat à l'époque, j'étais sans doute le premier à dire on ne peut plus plaisanter avec la sécurité sur nos lycées. J'ai été beaucoup attaqué. La ministre de l'Éducation nationale nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, la communauté éducative même était vent debout. Bien sûr. Aujourd'hui, avec les vagues d'attentats qu'on a connues, avec encore les inquiétudes récentes sur ces véhicules piégés qui étaient à Paris, plus personne ne conteste qu'il faut qu'on protège nos lycées. Quand on est parti, on avait 15 établissements qui nous avaient sollicités. À l'heure où je vous parle, 100 établissements de la région nous ont dit « Ok, on a compris. Maintenant, il faut qu'on bouge sur la sécurité. » Quand on est parent et qu'on nous confie ces enfants, la première question qui hante aujourd'hui les parents, c'est de se dire « Est-ce que dans les lycées où on les met, ils sont bien protégés ?» Pour avoir discuté avec des proviseurs, c'est pas tellement le terrorisme dont ils ont peur, c'est qu'ils sont victimes souvent d'actes d'incivilité ou de pénétration intempestive de gens extérieurs qui sont pas forcément des terroristes, mais des délinquants. Il y a beaucoup de vols aussi dans les lycées. C'est vrai qu'il y a un réel besoin plutôt de sécurité, pas forcément face au terrorisme. Mais c'est l'ensemble. Et là encore, moi, vous savez, j'ai un tempérament assez concret. Je vais prendre un exemple, Montbrison. À Montbrison, un lycée qu'on nous a quand même laissé, où il n'y avait même pas de sécurisation des accès. Le proviseur nous a dit, moi, mon inquiétude, c'est y compris la sécurité routière. Parce que j'ai des élèves qui rentrent et qui sortent n'importe où du lycée, et dont la sécurité peut être compromise. Bon, finalement, ce n'est pas que des portiques, c'est aussi toute une panoplie de systèmes de sécurité. On parle de tourniquets, de cartes magnétiques. Mais on s'est focalisé sur les portiques parce que vous en avez parlé en premier. Oui, mais à Chaumérac, par exemple, le système de portique qu'on a mis en place dans un lycée qui est un lycée professionnel, remarquable d'ailleurs, avec des enseignants qui vraiment forcent le respect, qui s'occupent d'enfants auxquels ils redonnent confiance, ils les aident sur des vrais chantiers, remarquable. Ce lycée avait une problématique pour gérer les accès à son internat, les accès à la demi-pension. Et le portique qu'on a mis en place permet de réguler l'ensemble, c'est mieux pour la sécurité de nos enfants, c'est mieux pour la gestion de l'établissement. Mais vous voyez, sur ce dossier, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire bouger les choses en France? Pourquoi est-ce que quand on met une idée sur la table, il y a tellement de critiques? Sur ce dossier, je n'ai rien lâché. Parce que c'est la sécurité de nos enfants qui est en cause. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les esprits ont évolué. Ce qui était difficile à expliquer il y a un an, aujourd'hui s'impose comme une évidence. Je voudrais vous soumettre, Laurent Wauquiez, la réflexion de Pierre Cédric, un internaute, qui nous dit que ces portiques sont inutiles, la répression et le contrôle sont la preuve de l'échec du modèle éducatif français. On s'attaque aux symptômes sans soigner la cause. Les portiques seront rapidement dépassés. Alors, comment on peut soigner la cause et moins les symptômes? C'est très gentil, mais ce genre de discours, moi, je ne peux plus les écouter. Tiens, on nous dit en matière de sécurité, il ne faut rien faire. Donc on ne va pas se protéger contre les terroristes. Je rappelle que des attentats dans les écoles, on a connu. On a eu des enfants qui ont été assassinés. Les terroristes, aujourd'hui, c'est plus de la littérature. Cette espèce de discours que je connais par cœur sur la tolérance, l'intégration, les mots de l'éducation nationale. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est juste de s'assurer que n'importe qui ne rentre pas dans un lycée. Et
Je vais même aller plus loin. On est amené à embaucher des gens dans les lycées. Moi, je veux être sûr que les gens qui travaillent pour nous dans les lycées sont des gens sûrs sur lesquels il n'y a aucun risque. C'est pour ça que vous avez demandé qu'on vous transmette la liste des fichiers S. Bien sûr. Des terroristes suspectés d'avoir des accointances avec des organisations terroristes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette information, elle existe sur des délinquants sexuels. C'est-à-dire, quand j'embauche quelqu'un dans un lycée, j'ai la possibilité de contrôler que je n'embauche pas quelqu'un qui est sur le fichier des délinquants sexuels. Et on ne va pas me permettre de vérifier que ça n'est pas quelqu'un qui est fichier S. Quelle réponse on vous fait là-dessus? Pour l'instant, je n'en ai aucune. Et ça me préoccupe. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait un drame, qu'à l'occasion de ce drame, on s'aperçoive que c'était quelqu'un qui était fichier S qui était en cause. Ce que je demande, c'est tout simple. C'est qu'on permette à la région d'avancer et de sécuriser nos lycées. Et encore une fois, sur cette question, ma détermination est totale. On a mis l'argent qu'il fallait. Un mot sur le budget, justement, parce qu'effectivement, ça coûte très très cher. On parle de 100 000 à 200 000 euros pour les portiques par établissement. Ça amène à une facture exorbitante. Je crois que 10 millions ont été votés pour cette année, là, au budget 2016. Vous me permettez un parallèle? J'ai baissé les indemnités des élus. On a économisé 3 millions d'euros. On a vendu 50 voitures de fonction. On a économisé 200 000 euros. On a baissé le nombre de directeurs. On a économisé à peu près 4 millions d'euros. Ils étaient chers. Oui, c'était cher. Je suis d'accord avec vous. La région était mal gérée. Vous avez raison de le souligner. On avait des bureaux qui étaient dispersés un peu de partout avec des loyers exorbitants. On est en train de revoir ça. Tout cet argent, qu'est-ce que je fais? Ce que j'économise, je le rends au service de nos habitants. Sur des projets comme la sécurisation des lycées. C'est peut-être mon tempérament auvergnat. Moi, j'aime bien que l'argent ne soit pas gaspillé. Surtout quand c'est l'argent public. Et puis, j'aime qu'il soit sur des projets concrets. Exactement. Mais j'ai cru comprendre qu'en Maurienne, on avait la même approche que moi, et dans le Dauphiné aussi. Pour clore ce chapitre sur le portique de sécurité, je voudrais juste qu'on revoie, on l'a vu tout à l'heure, on l'a aperçu, un tweet qui a été publié au cours de la semaine par le faux dîner occupé. Il vous concerne, je le lis, on va le voir. Occupé, que je sois au courant. C'est un compte parodique en fait, voilà. Et en fait, la photo, c'est une photo de vous avec un commentaire. Le président Wauquiez malencontreusement bloqué à l'entrée du siège de la région Aura par un portique anti-cumul. Voilà. Est-ce qu'on va le revoir? Non, c'est pas sûr. Oui, il arrive. Un portique anti-cumul des mandats. Voilà, un portique anti-cumul. Voilà. Alors, vous me permettez un point quand même. D'abord, moi j'aime bien un peu d'humour et un peu d'autodérision, ça fait jamais de mal. C'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, souvent. Tout à fait. Et deuxièmement, pourquoi j'aime bien cette photo? Parce que c'est le lycée Galilée. Le lycée Galilée, il est à Vienne. C'est un lycée qui était ouvert aux 4 vents. Le proviseur nous a demandé de réagir. En 6 mois, on l'a fait. La deuxième chose pour laquelle j'aime bien cette région, c'est que c'est un lycée que je suis allé visiter. Le projet de rénovation qui était prévu ne s'occupait que de la partie de l'enseignement général. Les bâtiments dans lesquels apprenaient les étudiants qui sont en formation professionnelle, on les avait laissés dans la situation des années 70. L'émission avance vite, Laurent Wauquiez. Je voudrais juste on a décidé de rénover l'ensemble. Conclure sur les budgets attribués à la rénovation des lycées, d'investissement dans les lycées. Un mot sur le chiffre de la Loire, parce que j'ai entendu 2 chiffres sur 80 millions d'investissements, ou 26. Alors c'est quoi la réalité? Et qu'est-ce qui est arrivé en Loire pour qu'il passe de 26 millions alors qu'il était de 6 ou 8? Non, c'est ça ce que vous dites? Parce que la Loire avait été complètement abandonnée. Et avec des champs. Quel est le bon chiffre? 20 ou 80? 26 le bon chiffre, c'est sûr que l'ensemble de l'année 2016-2017, on va mettre 80 millions d'euros sur la Loire. C'est bien ce que vous disiez. Et ça fait aussi partie des approches qui sont la mienne. Certains départements étaient vraiment abandonnés. La Loire est un département qui a été trop abandonné et livré à lui-même dans l'ancienne région Rhône-Alpes. C'est un beau département, j'y crois beaucoup, je le connais. Et donc, j'ai décidé qu'on mette de l'argent important, par exemple, sur la rénovation d'un lycée hôtelier. Alors, autre dépense et autre budget là, qui est significatif de vos premiers mois de mandat, c'est le plan neige. Donc, 10 millions d'euros. Oui, c'est ça, 10 millions, principalement pour les canons à neige. Là, on a vraiment une rupture totale avec la mandature précédente, où là, la région était le budget montagne, en tout cas la politique montagne était gérée par une écologiste. Là, il y a ces 180 degrés. C'est bien qu'il y ait des changements. Parce que les gens, ils ont tendance à trouver que quand on vote gauche ou droite, on a la même chose à l'arrivée. Moi, j'ai mes convictions. On les a expliquées pendant l'élection. Et la parole, elle est tenue après. Il n'y a pas un discours avant et un discours après. Quelle est l'orientation? L'orientation, c'est une région qui coûte moins cher en fonctionnement et qui, du coup, peut sortir des projets pour ses habitants. Pourquoi le plan neige? Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a d'emplois dans notre région qui dépendent de la montagne? Surtout ici, 120 000 même. Quand on additionne Auvergne et Rhône-Alpes. 120 000 emplois. Il ne faut pas qu'on les laisse tout seuls. Aujourd'hui, la montagne, par exemple, autrichienne,
elle est équipée en canons à neige à 60%. La montagne française à 30%. Sur la saison qu'on vient de vivre, ça fait une vraie différence. Lens-en-Vercors, il leur manquait un tout petit bout pour que ça puisse tourner. Ça a quasiment compromis toute leur saison. À l'inverse, des stations qui étaient bien équipées, comme la Clusaz, elles ont pu faire face. Ce que je veux, c'est qu'on défende nos emplois. Et donc, on va lancer ce grand plan avec Gilles Chabert, qui s'occupe de la montagne dans l'équipe régionale, pour pouvoir protéger et continuer à équiper nos stations de ski. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde d'autres qu'on a pu entendre en disant les écologistes, ça suffit? Ça commence à bien faire. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais... Moi, je viens d'un département qui est un département où on sait ce que c'est que la nature. Je suis à côté du Gerbier de Jonc, j'ai la Loire, le grand fleuve sauvage. Et la Haute-Loire, c'est une terre de nature extraordinaire. Mais il y a deux approches de l'écologie. Moi, je crois à l'écologie positive, par les projets, par des choses qui sont en positif, où on avance sur des nouvelles formes d'énergie, où on travaille pour mieux recycler. Ma ville du Puy-en-Velay est la première ville de la région sur le taux de recyclage des déchets. Mais je ne crois pas à l'écologie punitive. Je ne crois pas à l'écologie par les normes. Je ne crois pas à l'écologie par la contrainte. Vous auriez pu favoriser, par exemple, une montagne 4 saisons de manière plus incitative pour justement ne plus dépendre de la neige exclusivement, quand même. Mais 4 saisons, il y a la neige aussi. Et donc, j'assume de dire, j'aime la montagne. Je veux que la montagne, elle vive en hiver et qu'elle vive en été. Si on veut la défendre en hiver, ça vaut le coup qu'on soit à leur côté. Alors d'un côté, vous dépensez, on l'a vu, puis vous, de l'autre côté, vous économisez, vous en avez déjà un peu parlé. Il y a aussi un budget qui a aussi beaucoup fait polémique et beaucoup discuté durant ces 8 premiers mois, c'est celui de la culture. Donc on dit de 10 à 17% de baisse, ce qui a bien entendu suscité des réactions, notamment du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, le Syndéac. On écoute sa déléguée régionale, Anne Meillon, au micro de Bruno Gardette. Si on n'affiche pas de politique culturelle, si on n'affiche pas de critères, si on ne connaît pas les critères, les circuits de décision aussi qui nous semblent flous, nous sommes inquiets. On apprend effectivement des doublements de budget chez certains, des baisses de budget ailleurs, sans que la rencontre, le débat, un schéma concerté se soit mis en place. Qui s'occupe de la politique culturelle à la région? Directement Laurent Wauquiez? D'abord, j'ai une vice-présidente à la culture, Florence Vernet-Caron, qui est une femme de culture, qui veille dessus. Et je vais vous répondre. Vous avez fait parler une déléguée régionale d'un syndicat. Elle est salariée au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça tombe bien, le Théâtre de la Croix-Rousse. On a baissé nos subventions ou on les a maintenues? Intégralement maintenues. Vous l'avez fait parler elle, vous auriez pu faire parler un bénévole du Festival Berlioz, sur lequel on a augmenté notre soutien. Vous auriez pu faire parler le comité... Nous, on parle des choses qui normal. Vont pas auxquelles les gens réagissent. Et je ne vous le reproche pas. Mais c'est juste pour vous donner... Parce qu'il y a d'autres augmentations qui ont prêté à polémique. C'est les augmentations du Festival de Vienne et de Chamonix qui ont fait un peu grincer les dents, puisque les deux maires de ces deux villes sont vos vice-présidents. Mais à l'inverse, vous voyez, j'étais en train de vous parler, par exemple, de Lyon. Lyon, c'est une ville où Gérard Collomb n'est pas de droite, et je m'en fiche. Je vous ai parlé de Musique en Vivarais, un très beau festival, qui est sur le plateau du Haut-Lignon, à Saint-Agrève, une commune qui est plutôt de gauche, et je m'en fiche, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer de gérer sur l'ensemble notre culture, mais avec deux préoccupations. D'abord, la première, on laisse les moyens sur ce qui permet d'irriguer notre territoire en culture. Le budget festival, il a été maintenu intégralement. Le budget du spectacle vivant, maintenu intégralement. Le budget du théâtre, maintenu intégralement. La deuxième chose, c'est que je ne veux pas d'une culture élitiste. Moi, ce qui m'intéresse dans notre région, c'est qu'on ait une culture qui soit porte et fenêtre grande ouverte, qui permette à des gens de milieux divers de se retrouver, comme à Musilac, qui permettent aussi d'amener des gens qui ne sont pas forcément en contact avec les grandes institutions culturelles de venir. Sur qui ou sur quel organisme vous vous appuyez? Parce que visiblement, d'après Mme Meillon, pour le moment, il n'y a plus de concertation avec des gens qui pourraient vous dire aidez tel festival plutôt qu'un autre. Moi, j'aime bien passer par directement les acteurs culturels, ceux qui font la culture au quotidien. Je vais vous donner un exemple, l'Opéra de Lyon. On travaille avec le directeur de l'Opéra de Lyon, qui nous a fait une proposition que je trouve géniale, qui consiste à proposer que les spectacles de l'Opéra de Lyon soient rediffusés en région, dans les territoires, y compris dans les villages ruraux, parce que je ne veux pas abandonner la ruralité, pour permettre de diffuser cette culture partout. Ça, c'est notre conception de la culture dans la région. Alors on avait interrogé là encore les internautes sur leur manière, eux, de voir votre politique d'attribution des subventions culturelles. On va regarder 3 réactions. Un internaute de Savoie qui nous dit que ce qui doit peser, c'est l'intérêt public et la fréquentation. Il a raison. Voilà. Un autre nous dit du Rhône que le clientélisme actuel ne peut pas être un critère. Et vous avez un habitant du Puy-de-Dôme qui dit que les subventions par nature n'ont pas vocation à être reconduites par habitude. Quant aux festivals qui se trouvent les
plus heureux et quelquefois nouveaux bénéficiaires, un peu de clarté sur les critères d'attribution s'avère nécessaire. Donc plus de transparence, a priori, on vous demande de revoquer sur votre manière de redistribuer l'argent. Je vais vous prendre un exemple et au fond, vos internautes ont très bien résumé les choses. On parle de quoi? Moi, ce que j'aime, c'est un spectacle dans lequel il y a une vocation tournée vers des publics, les scolaires, des gens qui ne fréquentent pas d'habitude les festivals, première chose. Deuxième chose, je regarde beaucoup l'implication des bénévoles. Le Festival de Vienne, vous m'avez interrogé dessus, c'est un de nos plus grands festivals nationaux. Jazz à Vienne, qui est une image de marque extraordinaire, un tissu de bénévoles qui était impliqué. C'est un festival qui était complètement maltraité, sans doute en raison du clientélisme de la région passée. J'ai voulu qu'on puisse remettre les choses normales. Et vous avez un internaute qui réagissait de sa voix, Musilac, c'est quand même aussi une belle vitrine. C'est un festival qu'on a décidé d'aider. Alors, dernière partie de l'émission, parce qu'on a parlé de ce que vous faites, et alors maintenant on va parler de comment vous le faites, autrement dit, votre façon de gouverner. Alors, on ne peut pas dire que ces 8 premiers mois ont été calmes, hein, plutôt au contraire, l'opposition... Moi, j'aime qu'il y ait un peu d'énergie. On va voir que c'est vrai, de tous bords. Donc, vous critiquez vivement. On se souvient que les groupes PS et Front National avaient d'ailleurs quitté l'hémicycle lors du vote du budget le 14 avril dernier. Seuls les Verts étaient restés. Donc, ils avaient parlé d'ailleurs de mascarade, les deux groupes. On écoute leurs deux présidents, Jean-François Debat pour le PS et Christophe Boudot pour le FN, au micro de Paul Satis et Sophie Valsecki. De plus en plus, nous sommes dans une sorte de démocrature dans laquelle Laurent Wauquiez considère que dès lors qu'il a été élu, ce qui est indéniable, il a tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut, n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui, pendant la durée du mandat. L'opposition, ça n'existe pas. Les élus de sa majorité, ça n'existe pas. Les élus de sa sensibilité politique qui soutiennent un autre candidat que lui à la primaire, ça n'existe pas. On a les rapports, les dossiers très tardivement. Et puis, on n'a pas le temps de parole sur les dossiers très importants qui engagent pourtant la région. Même en commission permanente, par exemple, où là, il est très rapide, très pressé. On sait que Laurent Wauquiez est un homme pressé, mais nous devons avoir le temps et nous demandons à avoir le temps de réfléchir sur les dossiers et de dire ce que l'on veut, même s'il y a un match de foot à aller voir 2 heures après. Alors, il parlait, je pense, pendant l'Euro, là, vous avez écourté les commissions pour aller voir les matchs de foot. Non, vous plaisantez ou quoi? Ça, c'est pas mon genre. J'adore le foot. Je suis un grand fan du club des Verts, de l'OL. Un mot sur vos relations avec l'opposition. Vous savez ce qui me frappe dans leur façon de réagir? Vous les entendez parler d'emploi? Vous les entendez parler des impôts et des économies? Vous les entendez parler de la santé? Non. Ils sont juste dans les petites bisbilles politiciennes. De dire, ah, mais nous, dans l'opposition, on n'a pas assez de moyens, ou il faudrait que ce soit plus long, ou il nous faudrait plus d'études. Moi, effectivement, j'aime que ça avance. Je considère que la région, quand je suis arrivé, était dans un grand désordre. Les temps de parole n'étaient pas organisés. La majorité précédente socialiste était divisée, tout le monde se tapait dessus. À l'arrivée, c'était une région qui ne décidait pas. Je pense qu'il faut parfois que les politiques soient capables de faire preuve d'autorité. Il faut décider, j'assume mes responsabilités et je rends des comptes. Mais je voudrais prendre un exemple, parce qu'à chaque fois l'opposition dit qu'il faudrait plus de temps. Vous savez, moi ce que je pense que nos compatriotes ils trouvent que les politiques mettent beaucoup trop de temps à décider, que ça prend trop longtemps. Et il y a un dossier qui est pour moi emblématique, c'est celui de la 45. Un dossier qui concerne chaque jour 80 000 automobilistes entre Saint-Étienne et Lyon, qui attendaient depuis 30 ans. Et bien en 6 mois, on a réussi à sortir ce dossier. Et ça, c'est un changement de message. Mais ça rentre dans votre façon de gouverner, ou de présider, j'allais dire, de présider la région, c'est que ça ne fait pas partie des compétences de la région. Non, mais c'est la vie quotidienne des gens. C'est l'emploi des gens. C'est 200 accidents sur une autoroute qui est aujourd'hui complètement dépassée. C'est 100 millions et vous pourriez les mettre ailleurs. Vous savez ce que je pense? C'est que les politiques mettent beaucoup d'argent sur des sujets qui ne sont pas les priorités de vie quotidienne de nos compatriotes. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler tous les jours avec leur voiture. Des gens qui souvent passent tellement de temps dans leur voiture que quand à l'arrivée à la fin du mois, ils font leur compte, s'aperçoivent qu'ils ne gagnent pas tellement plus en allant travailler qu'en restant chez eux. Ça va vers une autre question, Laurent Wauquiez. Est-ce que la région peut s'occuper de tout? Est-ce que sous votre présidence, la région va s'occuper de tout, en tout cas de ce que vous avez envie qu'elle s'occupe? La région, elle a des priorités. Et ma priorité, c'est de protéger les habitants de mon territoire. Et je voudrais bien expliquer nos priorités, y compris à venir pour l'année qui vient. La première chose, je veux, par nos économies, protéger les habitants de notre région contre toute augmentation d'impôts. Le gouvernement m'a proposé de créer une taxe régionale pour financer les actions de la région. Je le refuse. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Il n'y aura pas d'impôts régionaux sur le dos des habitants de notre région. Ça aurait pu créer une autonomie de la région, ça, avec un budget propre. C'est tellement facile pour les élus. Ils gaspillent notre argent et ensuite ils présentent l'addition aux habitants en augmentant les impôts. Moi, c'est une toute autre conception. Je fais des économies sur le fonctionnement de la région
et on sort des projets. Il n'y aura pas de taxe régionale sur les ménages dans notre région. C'est non. La deuxième chose ensuite, c'est qu'on va travailler sur des sujets que je veux ouvrir. Et notamment pour conforter l'emploi, je souhaite qu'on redonne la préférence locale sur nos marchés publics aux entreprises de chez nous. C'est une de vos promesses de campagne aussi. Exactement. Et nous avons commencé. Mais qu'il y avait des difficultés législatives, là. C'était pas forcément légal. C'est tellement facile. Les élus, c'est aujourd'hui devenu la culture du parapluie. On dit « Ah, mais je peux rien faire, l'Europe m'empêche, la loi m'empêche, la Constitution m'empêche ». Si on a un peu de volonté, on y arrive. La preuve, c'est qu'on a commencé. Et je vous ai fait un travail en venant ici pour vous donner les résultats. Sur les chantiers de nos lycées, depuis 2016, on est maintenant à 95% des chantiers qui ont été attribués à des entreprises locales. C'est des entreprises qui vont embaucher des apprentis, c'est des entreprises qui vont permettre à des gens de chez nous de retrouver un emploi. Je veux que notre argent serve à conforter nos emplois dans la région. Dantact, merci Laurent Wauquiez, on arrive à la fin de cette émission. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique avec l'invité de Francis Letellier. N'oubliez pas le bonus de cette émission qui est sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente après-midi.